Tu es allongé sur le divan depuis 6 mois. Chaque semaine, la même voix calme t'accueille. Les mêmes questions douces, le même regard qui semble comprendre ce que personne d'autre ne comprend. Et puis un jour, quelque chose dérape. Tu remarques qu'il a changé de coupe de cheveux. Tu guettes son sourire en entrant. Tu prolonges la séance de 5 minutes en parlant de la pluie et du beau temps. Et le soir, chez toi, tu te surprends à imaginer sa vie, son appartement, ses mains posées sur le volant. Tu te demandes, est-ce que je suis en train de tomber amoureuse de mon thérapeute? La réponse courte, oui, tu es en train de tomber amoureuse. La réponse longue, celle que tu dois vraiment entendre, ce n'est pas ce que tu crois. Cette attirance n'est ni une erreur, ni une honte, ni le signe que tu es fragile ou névrosé. C'est un mécanisme humain prévisible, documenté et même attendu en psychothérapie. Le psychiatre Glenn Gabbard a consacré une partie de sa carrière à étudier ce phénomène, qu'il appelle le transfert érotique. Sigmund Freud l'avait déjà remarqué chez certaines de ses patientes. Mais personne n'a été aussi loin que Pope, Tabachnik et Keith Spiegel, qui ont mené en 1987 une enquête auprès de 458 psychothérapeutes. Résultat, 87% des thérapeutes ont déjà été confrontés à une attirance amoureuse de la part d'un patient. Tu n'es donc pas seul, pas anormal, pas ridicule. Mais tu dois comprendre ce qui se joue vraiment. Après cette vidéo, tu sauras exactement pourquoi ton cœur s'est emballé pour celui ou celle qui t'écoute en séance. Tu découvriras le mécanisme biologique et psychologique qui crée cette illusion d'amour. Tu pourras faire la différence entre un véritable sentiment amoureux et ce qu'on appelle le transfert amoureux, un phénomène bien documenté par les recherches de Pope. Et surtout, tu repartiras avec 3 techniques concrètes pour désamorcer cette confusion sans brutalité, sans fuir la thérapie et sans te juger. Je ne vais pas te dire que ce n'est pas de l'amour et m'arrêter là. Je vais te montrer comment ton cerveau fabrique ce sentiment et comment le traverser intelligemment. La croyance la plus répandue, celle qu'on lit partout sur les forums, c'est que tomber amoureuse de son thérapeute est une catastrophe ou un tabou. On te dit que c'est un signe de dépendance affective, que tu dois changer de thérapeute, ou pire, que tu es amoureuse de la personne réelle et que tu dois lui avouer pour avancer. Cette croyance est non seulement fausse, mais elle est aussi dangereuse. Si tu suis cette logique, tu risques de stopper ta thérapie au pire moment, de te sentir coupable ou honteuse, de croire que tes sentiments sont authentiques alors qu'ils sont fabriqués par la situation thérapeutique elle-même. Le piège, c'est de croire que ton amour est exactement comme les autres amours, qu'il naît de la personne, de son charisme, de sa beauté, de sa manière d'être. Or, la recherche de Pope montre que le transfert amoureux n'est pas lié aux qualités réelles du thérapeute. Il est lié au cadre, l'écoute inconditionnelle, la régularité des rendez-vous, l'absence de jugement, la promesse de compréhension. C'est le dispositif qui fabrique l'attachement, pas la personne. Si ton thérapeute changeait de place avec un autre professionnel tout aussi compétent, tu ressentirais la même chose au bout de quelques mois. Ce n'est pas lui que tu aimes, c'est la sécurité que son rôle incarne. Enfin, il y a un second mensonge. On te dit que si tu ressens de l'amour, c'est que tu es réparé, que cet amour prouve que tu es capable d'attachement, que tu guéris, que tu es prête pour une vraie relation. C'est une demi-vérité dangereuse, car elle transforme l'amour thérapeutique en validation narcissique. En réalité, le transfert amoureux est souvent le signe que des besoins profonds et anciens cherchent à être entendus. Besoin d'être vue, d'être choisie, d'être infiniment comprise. Mais ces besoins ne seront pas comblés par une histoire d'amour avec ton thérapeute. Ils le seront en thérapie, justement en parlant de ce que tu ressens. Le cœur du problème, c'est un mécanisme que les chercheurs appellent l'activation du système d'attachement. Quand tu es en thérapie, tu reviens régulièrement dans un lieu sécurisé, avec une personne attentive, empathique et fiable. Ce cadre active ton système d'attachement adulte, exactement comme le ferait un partenaire amoureux. Bowlby, le père de la théorie de l'attachement, a montré que la figure d'attachement n'est pas nécessairement un parent ou un conjoint. Toute personne qui offre une base de sécurité peut déclencher ce circuit. Or, le thérapeute est resté une base de sécurité idéale. Il est toujours là, toujours bienveillant, toujours centré sur toi. C'est la nourriture parfaite pour le cerveau assoiffé de connexion. Mais il y a un deuxième mécanisme plus subtil, la réactivation des schémas relationnels précoces. Si tu as manqué d'amour ou de reconnaissance dans ton enfance, la thérapie va réveiller ce manque.
Tu vas projeter sur ton thérapeute le parent idéal que tu aurais voulu avoir. C'est le transfert au sens psychanalytique classique. L'étude de Pope en 1987, qui reste la plus citée sur le sujet, a interrogé 458 thérapeutes. 87% d'entre eux ont déjà été confrontés à du transfert érotique. Et ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas lié à la durée de la thérapie, ni au genre du thérapeute. C'est lié à l'intensité du lien thérapeutique. Plus la thérapie est profonde, plus le transfert est probable. Prenons un cas concret. Sophie, 38 ans, vit à Lyon. Elle est architecte d'intérieur, spécialisée dans la rénovation d'appartements haussmanniens. Elle consulte un psychologue nommé Vincent, 45 ans, depuis 8 mois pour une dépression liée à un divorce douloureux. Au début, Sophie apprécie simplement le calme de Vincent, sa façon de reformuler sans juger. Puis, vers le 4e mois, elle remarque qu'elle choisit ses vêtements avec plus de soin le jour de la séance. Elle se surprend à arriver en avance, à espérer croiser Vincent dans l'escalier. Un soir, elle invente un prétexte pour lui écrire un email, une question sur un exercice de pleine conscience, et elle passe 20 minutes à le relire, à le peaufiner, comme si elle écrivait à un amoureux. Sophie est intelligente, cultivée, et elle sait que c'est absurde. Pourtant, elle ne peut pas s'en empêcher. Un jour, en séance, Vincent évoque son propre week-end. Il dit qu'il est allé voir une exposition au musée des Confluences. Sophie sent une bouffée de chaleur. Elle imagine Vincent seul devant un tableau, elle se demande s'il y était avec quelqu'un, elle ressent une pointe de jalousie. Elle se tait. Vincent, qui est un bon thérapeute, remarque le silence inhabituel. Il demande doucement : « Qu'est-ce qui se passe, Sophie ? Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à dire ?» Sophie hésite, son cœur bat très fort. Elle finit par dire, d'une voix étranglée : « Je pense à vous en dehors des séances, beaucoup trop, et je crois que j'ai des sentiments pour vous. » Vincent ne bronche pas. Il ne dit pas « ce n'est pas sérieux » ni « ce n'est pas professionnel ». Il dit calmement « merci de me le dire, c'est courageux. Et c'est important pour ton travail ici. On va prendre le temps d'explorer ce que ces sentiments signifient pour toi. » Sophie est déçue. Elle espérait une déclaration en retour. Mais en même temps, elle se sent soulagée. Le tabou est brisé. Pendant les séances suivantes, Vincent l'aide à voir ce qui se cache derrière cette attirance. Sophie comprend qu'elle cherche désespérément une figure paternelle stable et aimante, une sécurité que son père alcoolique ne lui a jamais donnée. Elle comprend aussi que son ex-mari, fuyant et distant, a reproduit ce manque. Et que son attirance pour Vincent, c'est son psychisme qui lui crie « J'ai besoin d'être aimée comme ça », de façon inconditionnelle. Sophie traverse alors plusieurs semaines de confusion. Un soir, elle est tentée d'envoyer un message à Vincent pour annuler la prochaine séance, pour fuir. Mais elle se souvient d'une phrase qu'il a dite : « Les sentiments de transfert ne sont pas des obstacles à la thérapie. Ils sont la route. » Elle reste. Elle pleure en séance. Elle se fâche contre Vincent parce qu'il ne lui rend pas son amour. Puis elle accepte. 6 mois plus tard, Sophie n'est plus amoureuse de Vincent. Elle a intégré ce besoin d'amour inconditionnel et elle a commencé à le chercher dans sa vie sociale, pas dans son cabinet. Elle a changé sa façon de dater, elle est devenue plus exigeante sur la qualité de l'écoute chez ses partenaires. La thérapie a fonctionné, non pas malgré le transfert, mais grâce à lui. Comment appliquer cette compréhension à ta propre vie ? D'abord, ne fais rien dans la précipitation. Si tu ressens de l'attirance pour ton thérapeute, la pire décision serait de partir sans en parler ou de lui avouer tes sentiments sans préparation. Prends une semaine pour observer. Est-ce que cette attirance est liée à la sécurité du cadre ? Est-ce que tu penses à lui surtout quand tu te sens vulnérable ? Est-ce que tu idéalises ses qualités sans les vérifier dans la réalité ? Si la réponse est oui, c'est très probablement du transfert. Ensuite, accepte que ce sentiment est une information sur toi, pas une vérité sur lui. Que te dit cette attirance sur ce dont tu as besoin dans une relation ? Manque de tendresse ? Besoin de reconnaissance ? Soif d'une écoute totale ? Enfin, envisage d'en parler en thérapie, mais à ton rythme. Tu n'es pas obligé de tout dire tout de suite. Tu peux commencer par une phrase comme « J'ai du mal à me concentrer en séance parce que je pense à vous ». Le thérapeute comprendra. Les conséquences de ne pas comprendre ce mécanisme sont lourdes. D'abord,
Tu peux stopper ta thérapie alors que tu es en plein travail. C'est comme arrêter une cure d'antibiotiques au milieu. Tu repars avec tes symptômes, mais en plus tu te sens humilié ou coupable. Ensuite, tu peux passer des mois à entretenir une illusion amoureuse qui t'empêche de voir la réalité de ta vie affective. Tu te coupes des opportunités réelles de rencontre. Enfin, tu risques de reproduire le même schéma dans d'autres relations en cherchant chez chaque partenaire l'écoute parfaite du thérapeute. Une quête impossible. Comprendre le transfert, c'est au contraire transformer un piège potentiel en levier thérapeutique. Tu peux utiliser cette attirance comme un outil pour explorer tes besoins profonds. C'est ce que Sophie a fait, et c'est ce qui l'a guérie. Voici la première technique concrète pour désamorcer le transfert amoureux. Elle s'appelle la technique des 3 colonnes. Prends un carnet, dessine 3 colonnes. Colonne 1, ce que j'aime chez mon thérapeute. Colonne 2, ce que cela me fait ressentir. Colonne 3, ce besoin non comblé dans ma vie actuelle. Par exemple, j'aime sa façon de m'écouter sans me juger. Je me sens importante. Je manque de reconnaissance au travail et dans mon couple. Ou j'aime sa voix calme. Je me sens en sécurité. Je n'ai jamais eu de parents rassurants. Cet exercice n'est pas un jeu. Il est basé sur le principe des schémas cognitifs de Jung. Les émotions fortes sont souvent liées à des schémas précoces. En reliant l'attirance à un besoin, tu déplaces le focus de la personne vers le besoin. Tu peux le faire en 15 minutes une fois par semaine. Au bout d'un mois, tu verras que l'attirance n'est plus mystérieuse. Elle est devenue un signal utilitaire. La deuxième technique, c'est l'arrêt de l'idéalisation forcée. Chaque fois que tu te surprends à idéaliser ton thérapeute, à imaginer qu'il est parfait, qu'il n'a jamais de problème, qu'il serait un merveilleux partenaire, tu dois immédiatement le contrarier. Rappelle-toi une chose, tu ne vois de lui que 50 minutes par semaine. Tu ne sais pas comment il se comporte dans une dispute, face à une contrainte, lorsqu'il est fatigué ou malade. Tu idéalises un personnage, pas une personne. L'exercice concret, à chaque pensée idéalisée, ajoute immédiatement une phrase réaliste. Exemple, il est tellement attentif, mais c'est son métier. En dehors du cabinet, il est peut-être distrait avec ses proches. Répète jusqu'à ce que l'idéalisation perde de sa force. Troisième technique, le dialogue différé. Si tu as envie de lui écrire ou de lui parler de tes sentiments en dehors des séances, écris la lettre sur un document, mais ne l'envoie pas. Garde-la 48 heures. Relis-la à froid. Tu verras que le ton est souvent plus intense que ce que tu ressens vraiment. Ensuite, tu peux en parler en séance, mais sans lire la lettre. Parle de ce que tu as ressenti en l'écrivant. Cela transforme une pulsion en matière thérapeutique. Si tu veux, tu peux même apporter la lettre en séance et la lire à voix haute. Certains thérapeutes le proposent, mais ne l'envoie jamais par email. Le cadre est là pour te protéger. Respecte-le. Tu pourrais te dire, mais si je ressens vraiment de l'amour, comment savoir si c'est du transfert ou un vrai sentiment ? C'est une question légitime. Pope et ses collègues ont proposé un critère simple. Le vrai sentiment amoureux se développe dans la réciprocité et la connaissance mutuelle réelle. Le transfert, lui, naît dans un déséquilibre et une connaissance partielle. Si tu connais son plat préféré, ses hobbies, ses amis, ses fragilités, alors peut-être que tu l'aimes vraiment. Mais si tu ne connais que son attitude professionnelle, tu es dans le transfert. Autre objection, et si je suis sûre que c'est réciproque ? Sache que tout thérapeute éthique ne répondra jamais à une déclaration d'amour par une déclaration en retour. Si c'était le cas, ce serait une faute professionnelle grave. Donc, si tu crois que c'est réciproque, c'est très probablement une projection de tes désirs. Dernière objection, je ne peux pas continuer la thérapie, c'est trop douloureux. C'est souvent le moment le plus important pour continuer. Parle de cette difficulté en séance. Si vraiment tu ne peux plus, demande une recommandation pour un collègue. Mais ne pars pas en silence. Rappelle-toi de Sophie. Elle est restée, elle a parlé, elle a souffert, elle a compris. Aujourd'hui, elle n'est plus amoureuse de Vincent, mais elle a appris à aimer d'une façon plus consciente. Le transfert amoureux n'est pas une malédiction. C'est parfois la première fois que ton cœur s'ouvre vraiment à un autre être humain. C'est juste que cet être humain ne peut pas être ton amoureux, mais il peut t'apprendre à le devenir, pour de vrai, avec quelqu'un d'autre. La question n'est pas « est-ce que je l'aime ?» mais « qu'est-ce que cet amour me dit de moi ?» Si tu veux aller plus loin, je te recommande la lecture de L'amour du transfert de Gabbar
ou le chapitre correspondant dans le manuel de psychothérapie de Pop. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo sur les signes que ton attirance est saine ou toxique. Et toi, as-tu déjà ressenti cette confusion ? Partage ton expérience en commentaire. Tu n'es pas seul.